Hola les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour passer un petit moment en ma compagnie. Surtout que cette vidéo, c'est vraiment la vidéo que j'adore tourner en fin d'année, début d'année en fait, puisque on va faire le bilan de mon année 2023 et notamment sur mes meilleures lectures de l'année 2023. Et c'est une vidéo que déjà j'adore regarder chez les autres parce que du coup moi ça me hype un peu dans certains livres que je pourrais avoir dans ma pile à lire et que du coup j'ai trop envie de sortir après. Et puis parce que j'adore la tourner parce que je vous parle de coups de cœur en fait, de livres que j'ai vraiment adorés, qui m'ont fait vivre des merveilleuses aventures où j'ai ressenti mille et une émotions, et c'est toujours hyper génial de pouvoir vous en parler et d'avoir aussi votre ressenti par rapport à ces lectures là qui ont parfois été des coups de cœur pour moi et que pour vous ça n'a pas été trop ça, ou au contraire ça a été aussi des coups de cœur et vous êtes d'accord avec moi, et j'adore quand on est d'accord aussi l'un envers l'autre. Alors je vais pas tergiverser parce que j'ai 15 livres et sagas en gros à vous présenter, et en plus j'ai 5 livres où c'est les mentions honorables, c'est à dire que c'est des livres qui auraient pu être dans le classement des meilleures lectures mais où il a manqué un petit quelque chose pour que ce soit un coup de cœur, mais j'y reviendrai tout à l'heure. On va commencer du coup, je perds pas plus de temps avec les mentions honorables. J'espère que vous ne vous êtes pas laissé prendre par la miniature que j'ai mis dans pour la vidéo en fait, parce que j'ai pas porté beaucoup de livres et j'ai quand même beaucoup de livres. En fait là j'ai 4 piles de livres à vous présenter et dont j'aimerais vous parler. Donc je pense que la vidéo va être relativement longue. Prenez un chocolat chaud, un thé, une tisane, quelque chose à grignoter, que sais-je, parce que je pense qu'on va beaucoup papoter aujourd'hui. Comme je vous le disais, du coup on va commencer par les mentions honorables. J'ai 5 livres slash saga, quand je veux dire livres ça va être des livres et des sagas à vous présenter du coup pour les mentions honorables, c'est à dire qu'ils sont vraiment devant en fait le podium, devant les fameux 15 livres de mes meilleures lectures, parce que il a manqué quelque chose dans ces livres là. C'est des livres que j'ai beaucoup aimé, mais vraiment que j'ai adoré, j'ai passé un agréable moment, mais ça n'a pas été un coup de cœur, voilà, ça arrive, c'est des très bonnes lectures, mais il a manqué ce petit quelque chose pour que ça soit un coup de cœur. Alors là, il n'y a pas de classement, hein. Les 5 livres se valent totalement en fait, donc il n'y a pas de classement comme les meilleures lectures dont on va parler un petit peu après. Et je vais commencer avec du coup 6 couronnes écarlates de Elizabeth Lim, que j'ai adoré, vraiment, je vous assure, j'ai adoré ce livre. Je pense que j'aurais pu aisément le mettre dans les 15 meilleures lectures de mon année, mais il y a quelque chose qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur en fait. Alors je ne sais pas si c'est par rapport au personnage principal, si c'est éventuellement la pseudo-romance qu'il y a eu sans que ce soit vraiment une romance. Enfin c'était assez... voilà, c'était pas vraiment une romance, c'était assez poétique comme livre. J'ai beaucoup aimé, l'histoire me rappelait vraiment un conte de fées mais version Ghibli, et j'ai vraiment beaucoup aimé. D'ailleurs j'attends la suite avec grande impatience, mais je sais pas, ça n'a pas déclenché le coup de cœur escompté, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il est pas dans les fameux 15 livres. On va être dans une histoire de fantasy où nous allons suivre Shiori, qui est notre héroïne, qui est une princesse. C'est la petite dernière de la fratrie. Juste avant elle, elle a 6 frères aînés et du coup c'est la seule petite fille, donc en plus la dernière, donc forcément tout lui est pardonné. Elle est assez choyée et très aimée par tout le monde, et un jour en fait elle va eh bien malencontreusement tomber sur le secret de sa belle-mère, qui est une sorcière en fait, qui a des pouvoirs magiques, sauf que dans cet univers la magie est interdite, elle est proscrite, alors que Shiori elle-même possède des pouvoirs magiques, elle est née avec en fait. Et quand elle va découvrir le secret de sa belle-mère, pour qu'elle ne dise aucun mot, va la maudire en fait. Elle va faire en sorte qu'elle devienne muette et elle va l'envoyer en exil, et elle va transformer ses frères aînés en grues. Et si jamais eh bien Shiori arrive, enfin ou dit le moindre mot en fait, eh bien un de ses frères décède, meurt tout de suite sur le coup. Et du coup, eh bien, Shiori va devoir faire une grande quête pour sauver ses frères, contrer cette méchante belle-mère, et du coup essayer eh bien, de briser la malédiction dont elle est victime, hein, malheureusement. Et encore une fois, c'est une bonne lecture, mais il a manqué un petit quelque chose. Voilà. Une saga cette fois complète que j'ai terminée, que j'ai commencé et terminée en 2023, donc grande fierté. Il s'agit de la duologie Guild de Marissa Meyer. Je suis très déçue, très franchement, que pour une autrice chouchou que j'aime autant, eh bien elle se retrouve dans les mentions honorables et pas dans les coups de cœur de l'année. Mais je pense que c'est parce qu'il y a eu un réel problème de rythme en fait dans cette duologie là, et j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à l'héroïne qui s'appelle Cyril.
C'est une histoire qui est inspirée du mythe de Rumpelstiltskin, donc le nain tracassin en français, et c'est pas vraiment un mythe qui est très connu, c'est un mythe germanique, un conte germanique de base, et il est pas vraiment connu. Moi je vous en parlais dans mes updates lecture en vous disant que je connais en fait ce conte via Once Upon a Time, qui est une série américaine, et c'est comme ça que j'ai rencontré le nain tracassin, mais c'est pas du tout son histoire dans Once Upon a Time, je vous le dis tout de suite. Et là Marissa Meyer vraiment se base vachement sur le conte, parce que du coup, par curiosité, après avoir lu le tome 1, j'ai été me renseigner sur le conte, et effectivement c'est vraiment très similaire hein, son histoire, et il y a eu, je sais pas, quelque chose qui a fait que je suis pas passée à côté, mais voilà, il y a eu des moments où il y avait trop de flottement en fait dans la duologie, surtout dans le tome 1, il y avait trop de lenteur et trop de longueur, et il y avait des chapitres entiers où il se passait rien du tout en fait, et du coup ça m'a un peu déçue venant de Marissa Meyer, très honnêtement. Je m'attendais pas du tout à ça, parce que moi j'ai jamais eu de problème avec ces livres, je les ai toujours tous aimés en fait, ça a toujours été des gros coups de cœur, et là je l'ai pas vraiment retrouvé dans ce que j'aimais, donc je sais pas si c'est parce que elle a voulu donner une dynamique différente à ses livres, ce qui est possible aussi, ou est-ce que c'est le conte qui m'a pas forcément inspiré non plus parce que j'avais pas de lien avec, peut-être, je sais pas trop. Toujours est-il que le deuxième tome est quand même mieux, ça s'arrange vachement, mais vu que j'étais pas forcément attachée au personnage dans le tome 1, bah ça s'est aussi ressenti dans le tome 2, donc voilà, c'est un peu dommage, mais je vous conseille quand même cette saga parce que bah, je l'ai bien aimée quand même dans son ensemble, la duologie était quand même assez sympa à lire, mais ça n'a pas été le coup de cœur quoi. Un livre qui vient de chez De Saxus cette fois, il s'agit de As de pique de Farida Abike Yemide, j'espère que je dis bien. Et là en fait c'est un thriller contemporain qui se passe dans un lycée assez huppé, assez riche. Et en fait on a deux protagonistes qu'on va suivre avec des points de vue qui s'alternent, qui vont être victimes de harcèlement et surtout d'un maître chanteur qui se fait appeler As et qui menace de dévoiler leurs plus sombres secrets, ce qui peut être très dérangeant parce que là ils sont en dernière année, en fait grosso modo ils sont en terminale pour nous, et du coup ils sont sur le point de rejoindre des grandes universités qui ont plus ou moins accepté leur dossier, mais si ces secrets là sont révélés, et bien c'est possible que bah ça ne se fasse pas du tout et qu'il n'ait pas d'avenir. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre là, franchement j'ai pas vu venir la majorité des trucs, il y a des trucs qui m'ont semblé un peu bizarres, mais j'ai vraiment beaucoup aimé en fait. Pour autant j'ai pas eu de coup de cœur parce que j'ai pas réussi à créer de lien avec les personnages en fait. J'ai été vraiment très embêtée par toutes leurs aventures et tout ce qui se passait pour eux, mais il y avait des choses dans leur caractère qui faisaient que j'avais beaucoup de mal en fait à m'accrocher à eux, et du coup même si j'étais très curieuse en fait de découvrir comment ça allait se terminer pour eux, et je voulais qu'ils aient une fin heureuse parce que franchement ils méritaient vachement, et ben je suis passée un peu à côté de ça. Après les messages dans ce livre là sont plutôt forts, plutôt positif aussi, là pour le coup ça va vraiment traiter du racisme hein, clairement, et j'ai vraiment bien aimé que ça soit vraiment mis en avant, et j'aurais vraiment aimé en fait limite qu'il y ait une suite parce que la fin est très ouverte finalement sur pas mal de choses, et je pense qu'il y aurait moyen de, pas de faire une suite, mais ou alors il aurait fallu peut-être quelques chapitres supplémentaires, je sais pas trop. Je suis restée un peu sur ma faim en tout cas, et c'est un petit peu dommage. En tout cas c'était quand même une très bonne lecture, un très bon thriller, addictif, prenant et avec des super messages, donc je vous le conseille. Un autre livre que j'ai longtemps hésité à le mettre dans les 15 coups de cœur de l'année ou pas, mais finalement je le mets plutôt dans les mentions honorables. Il s'agit du premier livre de Clara Hero, à savoir Nos plus belles années. Alors là c'est tout simple, la raison, il faisait pas le poids face à tous les autres livres que j'ai aimés avant lui ou après lui et qui ont déclenché d'autres émotions en fait. Pourtant ce livre a vraiment été incroyable, vraiment j'ai adoré, j'ai été prise aux tripes. Ça parle de deux meilleures amies qui vont aller faire leurs études supérieures à Lille, qui vont aller du coup très loin hein, de leur famille parce que de base elles vivent à Bordeaux, et elles vont découvrir leur indépendance, elles vont découvrir plein de choses, la vie étudiante et tout, et elles ont deux caractères totalement différents. D'ailleurs on va alterner les points de vue entre les deux, donc c'est Jade et Ambre. Il y en a une qui est très studieuse, qui est très, on respecte le règlement, on respecte l'autorité, etc. On fait pas de fête, elle est très casanière,
guerre, etc. Vous voyez, c'est vraiment une Hermione Granger, j'ai trouvé un petit peu dans son genre. Et l'autre est tout son inverse, en fait, elle est pas du tout dans les études, elle veut juste vivre, avoir des petits copains, faire des fêtes, rentrer dans les BDE, enfin vraiment profiter en fait de sa vie étudiante. C'est quelqu'un de très jovial, de très animé, qui quand elle rentre dans une pièce, tout le monde la remarque en fait. Donc c'est vraiment deux personnes différentes et pourtant elles s'adorent, c'est vraiment comme deux sœurs, elles ont même grandi ensemble en fait. Et malheureusement, eh bien, ça va traiter, comme je vous le disais, de violence sexuelle, d'agression sexuelle et du coup l'impact que ça va avoir sur leur amitié, sur leur propre santé mentale, leur psychologie, leur futur. Et c'est un livre qui dénonce beaucoup de choses que j'ai trouvé très puissant, très bien fait. C'est quand même le premier livre de Clara Hero et j'ai trouvé ça absolument formidable, la manière dont elle a écrit ça. Vraiment, j'ai vraiment eu je sais pas comment vous dire ça, mais vraiment ça me prenait ici quand je lisais le livre et j'avais tellement envie de me révolter, ça m'a mis tellement en colère en fait ce livre. Et c'est juste, il est pas dans le classement parce qu'il y a eu d'autres lectures avant ou après qui m'ont beaucoup plus marqué, alors que celui-là m'a quand même marqué. Donc voilà, c'est vraiment la frustration, mais vraiment je vous le conseille, il est génial. J'ai pas encore lu son deuxième titre qui est L'effet boule de neige, qui est dans ma pile à lire. Je voulais absolument le lire en décembre et puis j'ai pas eu le temps, mais je sais que ça sera un coup de cœur, enfin j'ai pas de doute, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Dernière mention honorable, ça a été une très belle découverte aussi. Pareil, il est pas dans les 15 parce que manque de place tout simplement, donc après vous voyez ça comme vous voulez, ça se trouve vous le mettez à la 16e place ou la 17e place comme vous voulez, mais bon c'est juste que voilà, il y a trop de bonnes lectures que j'ai eues cette année. Il s'agit de Gods of Men de Barbara Close. C'est un livre de fantasy et ça a été une excellente découverte. Je n'ai lu que le premier tome, donc c'est pour ça que je ne vous présente que le premier tome. J'ai pas encore lu le tome 2 et encore moins le tome 3 que j'ai eu pour Noël, et vraiment cette lecture elle m'a vraiment happée et elle m'a rappelé des fantaisies que je lisais quand j'étais un peu plus jeune et qui me plaisaient beaucoup. C'est un univers très développé où il y a une certaine magie qui peut se mettre en œuvre, notamment là avec l'héroïne, avec la musique en fait, et c'est très poétique, c'est une très belle histoire aussi, et j'ai trop hâte de lire le tome 2 et le tome 3 et de terminer cette saga parce que franchement je sais pas pourquoi j'ai pas continué, j'ai eu beaucoup trop d'autres livres en fait, vous savez ce que c'est, hein, peu de temps et beaucoup de livres, alors forcément on est obligé de faire des choix, mais vraiment ça a été une très belle lecture. Et si vous cherchez un peu une fantaisie qui peut un peu changer malgré tout de ce qu'on peut voir, parce que là en ce moment c'est la mode de la romantaisie, alors il y a une romance mais elle est en pointillé on va dire dans le livre, là c'est vraiment, je l'ai trouvé très différent en fait si vous voulez des autres fantaisies que j'ai pu découvrir cette année, et ça a été un très bon point pour ce livre là. Rentrons maintenant mesdames et messieurs dans le classement des 15 livres qui ont marqué mon année et qui ont été vraiment mes meilleures lectures de l'année 2023, et on commence avec une fin de saga. Oui, une fin de saga, un dernier tome qui est sorti cette année et que j'attendais avec grande impatience. Il s'agit de Un serment si noble et funeste de Brigitte Kemmerer. Cette saga, ça a vraiment été une trilogie que j'ai beaucoup appréciée. De manière générale, c'est une trilogie où j'ai passé un excellent moment. Le premier tome reste quand même pour moi le meilleur parce que le premier tome a vraiment été une grosse claque, voilà. Le deuxième tome était plutôt pas mal, mais le troisième tome, il y a eu quelque chose que j'ai retrouvé en fait, qu'il y avait dans le premier tome, qu'il n'y avait plus dans le tome 2 parce qu'on changeait les points de vue. Et là, dans le tome 3, on suit plein de points de vue. On suit tous les points de vue qu'on a eu dans le tome 1 et dans le tome 2. C'était un peu le bazar, mais ça m'a fait plaisir. Honnêtement, ça m'a fait plaisir de retrouver des personnages du tome 1 que je suivais et dont j'étais très attachée. Et alors, c'est une histoire un peu de conte de fées parce que le premier tome de base, c'est une réécriture en fait de La Belle et la Bête, dans un univers très différent parce que pour le coup on va pas se contenter de rester dans le château, on va vraiment ouvrir l'univers. Et quand je vous dis ouvrir l'univers, c'est vraiment que l'héroïne va vraiment aller pas partout, mais elle va quand même bien se balader, et surtout on va voir dans cette réécriture de La Belle et la Bête les conséquences que ça a eu finalement cette malédiction sur le royaume, parce que dans le conte de La Belle et la Bête, c'est comme si le prince n'avait jamais existé, tout le monde l'a oublié, personne ne sait qu'on a un prince, il y a un château, ah bon, personne n'est au courant, bref. Là c'est différent, là ils se souviennent qu'il y a un château, ils se souviennent qu'il y a une famille royale, mais ils savent pas ce qui s'est passé en fait, ça fait des années qu'ils n'ont pas de nouvelles d'eux, et ils ont vraiment du ressentiment envers cette famille royale qui les a abandonnés, qui a abandonné son territoire, et qui fait que maintenant le territoire de ce château est en proie du coup à l'invasion, à des problèmes d'argent, la famine, la maladie, enfin, et j'ai trouvé vraiment cet aspect là
très intéressant et très original parce qu'on ne voyait pas forcément finalement dans les autres réécritures de La Belle et la Bête. Et là le tome 3 je trouvais qu'il clôturait plutôt bien la saga. Un peu facile par moment, je dois l'admettre. Et j'ai été un peu déçue aussi ce qu'ils ont fait de ce que l'autrice a fait de la première romance, parce que du coup il y a 2 romances en fait, il y a la première romance du tome 1 et la deuxième romance du tome 2 avec d'autres personnages, je vous disais c'est 2 couples différents qu'on suit, que là on va retrouver et en fait j'ai trouvé que c'était dommage ce qu'elle avait fait de la première romance qui pour moi me tenait vraiment à cœur. J'avais vraiment aimé cette romance que je trouvais très bien faite parce que les personnages en fait ne tombent pas amoureux comme ça. Dans le premier tome, ça met vraiment beaucoup de temps et encore à la fin du tome 1, on sait pas vraiment si c'est de l'amour ou si c'est de l'affection. Vous voyez, on est en plein d'interrogations et c'est des choses qui sont naturelles, je trouve. Ça se fait doucement mais sûrement en fait et j'ai trouvé ça très bien fait et en fait dans le tome 3, j'ai pas retrouvé ça. Du coup, j'étais un peu déçue sur ce point de vue là. Pour autant j'étais quand même très contente de clôturer cette saga, très contente de retrouver les personnages. C'est quand même une saga que je vous recommande les yeux fermés. Moi j'ai passé un très bon moment. Il faut juste s'attendre à ce que voilà, il y ait eu des changements de point de vue et que vous n'allez pas forcément suivre toujours les mêmes personnages. Moi je l'ignorais au début, mais après une fois que l'idée est faite, voilà, c'est pas dérangeant. 14e place de ce classement, ça va être Nous les menteurs de Le Carte. Alors là, grosse surprise, honnêtement, très grosse surprise. Et j'ai lu en fait Nous les menteurs durant mes vacances d'été et je m'attendais pas à ce que j'allais autant aimer. Je me suis dit ouais, ça peut être une lecture assez sympathique, je savais pas trop à quoi m'attendre honnêtement. Est-ce que c'est un thriller? Est-ce que c'est un roman fantastique? Est-ce que du coup je sais pas de quoi ça va parler. Est-ce que ça va être sur des thématiques du style ouais, les gosses de riches sont tous des pourris, ils tuent tout le monde ou que sais-je. Enfin, franchement j'avais aucune idée de quoi ça allait parler et franchement je me suis complètement laissée porter par le livre et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré, je m'attendais absolument pas à la fin. Alors visiblement je suis la seule à pas m'être attendue à la fin parce que quand je vous ai partagé mon avis sur Instagram, j'ai eu beaucoup de retours en me disant ah bon pourtant c'était évident. Et moi j'étais là ah bon non bah pour moi c'était pas évident. Et la fin m'a fait pleurer, voilà, la fin m'a fait pleurer et je pense que c'est aussi pour ça qu'il se retrouve dans ce classement là parce que ça a été une grosse surprise. J'ai vraiment ressenti de grosses émotions en lisant ce livre là et c'est pour ça que du coup il est dans ce classement parce que vraiment c'était la surprise pour le coup de l'année parce que alors là je pensais pas que j'allais autant l'aimer hein, très franchement. D'ailleurs j'ai ensuite lu Famille de menteurs hein, qui est un préquel qui est sorti cette année et qui est pas dans le classement parce que j'ai un petit peu moins aimé. J'ai trouvé que là pour le coup c'était peut-être un peu plus prévisible du fait que j'avais lu Nous les menteurs juste avant. Je crois que j'ai fini par comprendre le mécanisme de l'autrice que je ne connaissais absolument pas, hein, je tiens à le dire. Et du coup, j'ai un petit peu moins aimé, j'ai bien aimé mais moins et pas au point qu'il se retrouve dans le classement. Voilà. Et grosso modo, c'est un drame familial où en fait on va suivre sur plusieurs années des adolescents, même des enfants au début, des adolescents, voilà, qui vont sur l'île de leur grand-père. Ils sont cousins pour la plupart, certains ramènent des amis à eux et en fait ils grandissent ensemble, c'est une bande d'amis, jusqu'au jour où il va y avoir un accident et en fait où l'héroïne va être retrouvée en pleine mer, à moitié noyée, avec une grosse contusion au niveau de la tête, ce qui fait qu'elle va avoir des migraines, elle va avoir une amnésie, elle va avoir plein d'effets secondaires en fait, mais elle va survivre et elle essaye de comprendre ce qui lui est arrivé cette nuit-là, sauf que elle va pas pouvoir retourner sur l'île et ni être en contact avec ses cousins et ses amis pendant un long moment parce que ses parents ne veulent pas. Et quand elle va retourner finalement sur l'île, je crois qu'elle est âgée de 18 ans ou quelque chose comme ça, elle va essayer de trouver des réponses en fait, sauf que personne va vraiment vouloir lui expliquer ce qui s'est passé et c'est elle qui va finir par retrouver le chemin voilà, de ce qui s'est passé de cette nuit-là en se rappelant petit à petit. Et la fin est explosive. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça, la fin est vraiment explosive. 13e place du classement, un petit peu surprise honnêtement. Alors il est dans le classement mais un peu surprise que ça soit aussi bas. Alors aussi bas, tout est relatif hein, mais je m'attendais à ce que le tome 3 de La sang et la cendre de Jennifer Larmentrout soit beaucoup plus haut dans mon classement étant donné le coup de cœur que j'ai eu notamment pour le tome 2 l'année dernière. J'avais adoré le tome 1 et le tome 2, alors là il avait surpassé le tome 1 et là le tome 3 est un petit peu retombé hein, quand même dans la hype. J'ai trouvé que dans ce tome 3 il y avait beaucoup trop de scènes spicy.
pas quasiment à tous les chapitres, mais on y a souvent droit. Et j'ai trouvé que c'était un peu too much, honnêtement, et ça a un peu saoulé, voilà. Ça apportait rien au récit et c'était souvent la même chose en plus, donc voilà. À tel point d'ailleurs que à partir du milieu du roman, dès qu'il y avait une scène un peu spicy, je la lisais en diagonale parce que ça finissait un peu par me saouler honnêtement. Mais la fin du tome 3 fait que je suis assez curieuse de voir comment ça va se développer. J'ai un peu peur parce que j'ai vu des fanarts sur Instagram et j'ai un peu peur du tome 4, mais bon, on va voir. Et j'ai beaucoup aimé voilà, le tome 3. J'aime l'univers en fait, si vous voulez, de ce monde-là, surtout que là, on va vraiment aller dans la mythologie hein, de cet univers-là et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mythologie d'ailleurs qu'on va retrouver dans le préquel parce que c'est de là que tiennent les origines. Donc j'ai très hâte de lire le préquel parce que c'est vraiment là où ça m'a l'air le plus intéressant au possible, parce que vraiment les moments en fait où on parlait de la mythologie, où on revenait aux sources, aux mythes, aux légendes, etc. Je trouvais ça super dans ce tome-là. Donc j'ai trop hâte en fait de lire le préquel qui se lit d'ailleurs juste après celui-là. Donc je l'ai dans ma pile à lire. Il faut juste que je me cale la lecture avec mon amie Léana parce qu'on les lit ensemble hein, en lecture commune. Et voilà, un peu déçue, mais pas au point que je le retire de ce classement et pas au point où c'est pas une de mes sagas un peu chouchou, parce que vraiment j'ai quand même bien aimé, j'adore l'univers, j'adore les personnages, mais le spicy par contre, voilà, c'est ce qui fait que la note a un peu baissé, hein. On se retrouve en 13e place cette année. En 2e place, nous avons Light Lark de Alex Aster. Très grosse surprise pour ce livre-là. J'avais vu pas mal d'avis négatifs, honnêtement, j'ai vu des avis pas mal mitigés, négatifs sur ce livre-là. Du coup, quand j'ai voulu le lire, je l'ai lu en lecture commune avec les Doupressifs Anonymes, hein, si je dis pas de bêtises. Et quand j'ai voulu le lire, eh ben, j'étais pleine d'appréhension. Et finalement, bah, les appréhensions n'étaient pas nécessaires pour ce livre-là. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai été pleine d'appréhension et que je m'attendais à rien du tout que du coup j'ai aimé? Je sais pas du tout. Mais vraiment, j'ai passé un bon moment, franchement, dans ce livre-là, dans cette lecture. C'était plutôt sympa, franchement. Alors, l'univers est un peu complexe. En fait, tous les 100 ans, il y a le centennal qui commence. Et en fait, le centennal, c'est l'île principale de l'univers, parce qu'en fait, c'est assez plein d'îles. Il y a une île principale et autour il y a plein d'îles. Et l'île principale s'ouvre. Il y a une malédiction qui pèse sur tous les peuples en fait, qui peuplent l'univers hein, de ce livre-là. Et l'île centrale eh bien, est fermée durant les 100 ans et elle s'ouvre une fois tous les 100 ans. Et du coup les rois et reines des autres îles aux alentours peuvent y aller afin de rompre la malédiction. En fait, ils ont une chance tous les 100 ans, une fois par siècle, pour essayer de briser la malédiction. Et en fait, la malédiction est propre à chaque peuple. C'est-à-dire que, par exemple, pour le peuple d'Isla, qui est notre héroïne, eh bien, ça va être une malédiction qui est liée finalement à l'amour, parce qu'ils ne peuvent pas tomber amoureux. S'ils tombent amoureux, eh bien, la personne décède, en fait, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est vraiment propre à chaque peuple. Et j'ai trouvé ça très original, très atypique. J'ai beaucoup aimé le déroulé de l'histoire. Finalement, j'avais peur que ça fasse un peu Hunger Games, je sais pas trop comment ça allait se goupiller, mais en fait pas du tout. Ils arrivent sur une île où il y a plein d'autres gens hein, et puis il y a les rois et reines et puis c'est assez cordial. Ils passent quelques épreuves magiques et puis ils essayent de faire des duos ensuite pour rompre la malédiction. Et il y avait pas mal de... Il y avait pas mal de complots politiques, mais franchement ça allait. Il y avait des retournements aussi de situations sur des personnages. Alors dans la lecture commune qu'on avait fait, on avait grillé hein. Il y avait un personnage qu'on sentait pas trop et on avait raison sur la fin, donc bref. Mais c'était vraiment très chouette, et le fait de l'avoir fait aussi en lecture commune et de partager ce moment, de partager des théories, etc. C'était vraiment très sympa. Donc j'en garde un très bon souvenir de cette lecture et j'ai hâte de lire le tome 2. 11e meilleure lecture de l'année 2023, mesdames et messieurs. Badash du coup de Alina Note. Grosse surprise, vraiment grosse surprise. Alors il faut savoir que de base, si vous ne le savez pas ou si vous n'avez pas regardé mes vidéos de lecture, ce livre là, quand PKJ l'a proposé aux partenaires, j'ai dit non, c'est bon, ça fait un peu une romance Wattpad, c'est bon, non. Donc j'ai dit non, voilà, je suis passée à côté. Et puis les copines partenaires qui avaient dit bah pourquoi pas, on va laisser une chance au roman, etc. Elles l'ont lu.
et coup de cœur. Mais quand je vous dis coup de cœur, c'est que toutes, elles ont eu un coup de cœur. Elles le lisaient et c'était tout de suite coup de cœur. Et on en parlait sur la conversation des partenaires et c'est là en mode c'est génial, c'est trop bien, je l'ai lu en une soirée, c'est hyper addictif, c'est super drôle, franchement j'ai adoré. Et au bout d'un moment, franchement ça a titillé ma curiosité quoi. Donc j'ai demandé à PKJ si c'était possible de le recevoir, ils me l'ont très gentiment envoyé et je l'ai lu. Et quand je l'ai lu, j'ai rejoint direct leur avis, c'était vraiment génialissime. C'était bourré d'humour, c'est une romance, alors il y a un triangle amoureux, alors moi qui déteste les triangles amoureux, vous le savez, et ben ça m'a pas du tout dérangé parce que c'était super bien fait. J'ai passé un moment super, vraiment de lecture, good vibes quoi, vraiment. J'ai adoré et je ne peux que vous le recommander. Alors, je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, c'est une romance contemporaine qui se passe au lycée, donc moi c'est des trucs que j'aime bien généralement, mais j'ai été tellement déçue par ces livres-là généralement que j'évite trop de me tourner vers elle, et là pour le coup, non, c'était vraiment super, c'est vraiment génial. Pour le coup, vous voyez, moi j'ai 30 ans et pourtant j'ai adoré ce livre-là, donc comme quoi... L'âge, voilà, on s'y fie pas, hein, faites pas attention parce que vraiment je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. C'est une histoire où on va suivre Ash, qui est une jeune lycéenne, ma foi, tout à fait lambda, hein, et en fait elle est amoureuse de Tyler depuis des années. En fait il lui a donné son premier vrai baiser quand ils étaient beaucoup plus jeunes, et depuis en fait elle a une véritable obsession pour lui, sauf que lui, bah en fait il la calcule pas, il s'en fout un peu, alors que bah tout le monde sait au lycée que eh ben Ash elle est folle amoureuse de Tyler, genre c'est un secret pour personne. Et un jour il y a Cameron, le meilleur ami de Tyler, qui va venir la trouver en lui proposant un deal, en lui disant bah écoute, moi personnellement je ne supporte pas la nouvelle petite copine de Tyler qui est une vraie sorcière, et je préférais à la limite que ça soit toi sa petite copine, est-ce que tu veux qu'on fasse équipe pour que eh bien Tyler s'intéresse à toi? Du coup elle va accepter et là vont commencer des aventures hyper loufoques parce qu'elle va faire équipe avec Cameron qui est super drôle, c'est un petit comique et tout, et bref c'était vraiment... super, j'ai trop hâte d'avoir le tome 2, j'ai cru comprendre grâce à vos commentaires sous ma vidéo des futures sorties littéraires qui allaient sortir l'année prochaine que le tome 2 allait sortir en avril. Ça fait très long je trouve pour un deuxième tome, ça fait quasiment un an d'attente, mais bon ça, j'espère que ça en vaudra le coup parce que le tome 1 était vraiment génial. À la 10e place, nous allons retrouver deux livres, à savoir le tome 1 et le tome 2 de Caraval. Je ne vous mets pas le tome 3 parce que je ne l'ai pas encore lu à l'heure actuelle, donc c'était un de mes objectifs de terminer cette saga pour la fin d'année, c'était un fail, mais du coup je vous mets quand même les deux premiers tomes qui ont été d'excellentes lectures, une très belle découverte. Honnêtement c'est un univers, je m'attendais pas à autant apprécier et je me suis complètement laissée prise dans le jeu parce que oui, Caraval est un jeu en fait, et alors autant le deuxième tome je vais pas trop m'attarder dessus parce que ça risque de vous spoiler le tome 1, mais vraiment toute l'histoire, même les personnages, enfin tout, donc du coup le tome 2 je vous le mets de côté, bien que ça soit, voilà, il est à la 10e place. Et au niveau du tome 1 nous allons suivre Scarlett qui vit avec sa sœur Donatella sur une île un peu perdue sous le joug de leur père qui est un gouverneur, et c'est quelqu'un de très violent en fait. Leur maman elles l'ont perdue en fait quand elles étaient jeunes et elles se sont retrouvées du coup sous l'autorité de leur père et elles sont hyper malheureuses, voilà. Le seul brin d'amour qu'elles aient c'est l'une envers l'autre, elles sont très proches et elles ont un rêve toutes les deux, c'est de participer à une édition de Caraval, alors soit en tant que spectatrice soit en tant que joueuse. Et du coup Scarlett, depuis qu'elle est petite, elle écrit des lettres à Légende qui est le maître de Caraval, et en fait Caraval c'est un spectacle de magie, un jeu qui est organisé sur plusieurs nuits en fait, où vous avez un objectif à atteindre pour gagner le jeu, et c'est vraiment de la magie pure en fait, et elle aimerait trop voir ça de ses yeux. Sauf que là, eh bien, Scarlett a été fiancée par son père à un jeune garçon. Et du coup eh bien elle ne pourra plus participer à aucune édition de Caraval parce que bah voilà, c'est terminé pour elle, sa vie est finie hein, entre guillemets, mais elle est obligée de se marier, c'est comme ça. Et en fait grâce à Donatella finalement eh bien elles vont aller quand même sur l'île de Caraval, et Donatella qui est sa petite sœur, et elles vont participer à l'édition de Caraval, et en fait elles vont être séparées dès le premier jour où elles vont atterrir sur l'île. Et Scarlett va vite se rendre compte qu'en fait le but du jeu de cette année pour l'édition de Caraval c'est de retrouver Donatella. La personne qui retrouve Donatella a gagné Caraval. Et elle va se rendre compte que bah, les jeux sont souvent trompeurs et que les illusions aussi, et que finalement c'est peut-être pas un jeu innocent.
Voilà, donc franchement c'était super sympa. Je vous invite vraiment à découvrir cette saga. En plus elle est terminée, donc il n'y a pas de raison. Et vraiment j'ai passé un excellent moment de lecture. Encore une fois, autant le tome 1 que le tome 2 bien sûr. À la 9ème place, on retrouve De Lune et de Sang de Irene Beatty. C'était forcé que j'allais le mettre dans mon classement des meilleures lectures de cette année. Je l'ai découvert il y a un an maintenant, en janvier, quand le livre est sorti. Et franchement ça a été une excellente lecture. J'ai adoré ce thriller dans un univers de fantasy où on va en fait suivre une enquête à la Jack l'Éventreur. C'était hyper chouette, en fait c'était vraiment très bien fait. Jusqu'au bout, l'autrice nous emmène dans un dédale d'intrigues incroyables, enfin comme elle a l'habitude de faire en fait. Irene Beatty, c'est un peu sa spécialité de faire des révélations sur la fin et qui sont vraiment toujours à couper le souffle. Surtout que là c'est un univers où il y a de la magie parce que notre héroïne va se découvrir des pouvoirs en fait qui sont liés à la lune, donc c'est un petit côté mystique aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est une duologie, donc le deuxième tome est déjà sorti en VO et j'espère qu'il sortira très rapidement chez Lumen, en tout cas en 2024, on croise les doigts, parce que le premier tome avait été vraiment une excellente lecture et je trouve en plus que l'écriture d'Irene Beatty est fantastique, vraiment fantastique. Moi j'aime beaucoup son écriture, je vois qu'elle fait toujours énormément de recherches pour ses livres et là notamment notre héroïne, vous voyez, elle travaille en fait sur la construction des cathédrales. Son mentor en fait est architecte et c'est hyper intéressant, elle va vraiment au bout des choses et il y a tellement d'éléments positifs dans ce livre, tellement d'éléments que j'ai adoré et que j'ai apprécié découvrir que franchement je vous le recommande les yeux fermés. En 8ème position, nous allons retrouver Ces plaisirs violents de Chloé Gong. Pareil, grosse surprise, honnêtement, je pensais pas autant apprécier ce livre et j'ai passé un excellent moment de lecture. Alors c'est une espèce de réécriture à la Roméo et Juliette dans un Shanghai des années 20 et en fait on est vraiment en plein guerre de clans en fait, de gangs si vous voulez. D'un côté on a la famille de Juliette qui eux sont chinois, qui étaient pendant très longtemps en fait ceux qui ont régné sur Shanghai en termes de mafia, hein, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté on a Roma qui lui est l'héritier du clan de la mafia russe si vous voulez, et qui eux en fait se sont développés au fur et à mesure des années et qui sont devenus un grand gang. Et du coup les deux gangs s'affrontent depuis des années, ils sont en opposition totale et en fait il y a une menace qui va faire en sorte qu'ils vont devoir s'allier plus ou moins, tout du moins Juliette et Roma vont s'allier pour parer à cette éventuelle menace et j'ai trouvé que c'était super intéressant. Franchement l'autrice a fait un travail colossal et j'ai adoré cette histoire. Je savais pas du tout dans quoi j'allais m'embarquer quand j'ai commencé cette histoire, j'avais juste peur de pleurer à la fin étant donné l'histoire de Roméo et Juliette. Fort heureusement c'est une duologie, donc ma souffrance est repoussée à un deuxième tome, donc c'est bon pour le moment, tout va bien. Mais dans le premier tome franchement j'ai adoré et j'adore les personnages aussi, j'adore l'inspiration qu'elle a eu l'autrice dans ce Shanghai des années 20, c'est hyper... Enfin franchement on s'y croit vraiment quoi. Et c'est pour ça que j'ai autant aimé ce livre et que j'ai très hâte de lire la suite, que je devrais lire normalement début 2024, donc je vous en dirai des nouvelles. En 7ème position on retrouve une duologie, et pas n'importe quelle duologie, c'est une que j'ai découverte cet été et auquel j'ai passé un excellent moment. Il s'agit d'une fantaisie maritime et il s'agit de Fable, voilà, d'Adrienne Young. Je vous en ai déjà parlé dans mes updates lecture et je vous avais dit que franchement ça fait partie des meilleures fantaisies maritimes que j'ai lues à ce jour et je maintiens cette position. C'est une des meilleures fantaisies maritimes que j'ai lues, très clairement. J'aime beaucoup les fantaisies maritimes, généralement c'est quelque chose que je lis en été parce que c'est assez rafraîchissant du fait que ça se passe généralement sur des bateaux, en pleine mer, etc. Et celle-là franchement moi j'ai beaucoup aimé. Alors elle ne fait pas l'unanimité, hein, je le sais, parce que bah c'est assez lent hein, en termes de rythme. C'est vrai qu'au début du tome 1 je savais pas trop où ça allait et je m'ennuyais un petit peu. En fait plus on va avancer dans l'histoire et plus c'est très prenant, très addictif et je me suis vraiment attachée au personnage. Pour le coup Fable va rejoindre un équipage pour se sauver de l'île de Javal où elle a été complètement lâchée par son père en fait sur cette île quand elle était petite, et c'est une île en fait où il y a plein de bandits, de délinquants, et en fait c'est la loi du plus fort qui règne un peu sur cette île là, donc c'est pas forcément terrible pour une petite gamine. Et elle a réussi à s'en sortir en fait, elle a vendu pas mal de coraux parce que
cette excellente plongeuse et un jour eh bien elle va réussir en fait à payer son passage à bord d'un navire afin de retrouver son père et du coup ça va être sur ça que va porter l'histoire et sur son origine, sur ses origines, sur son père. C'est une relation qui est très particulière et le tome 2 va en profondeur sur ça et franchement j'ai beaucoup aimé, je me suis vraiment attachée au personnage et j'ai adoré la romance dans cette duologie. Je l'ai adorée, vraiment c'est une très très belle romance. J'ai trouvé, j'avais des palpitations quand je lisais cette duologie, mais vraiment parce que la romance est super mignonne quoi, vraiment très 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 belle et très mignonne et ouais non j'ai trop aimé, franchement j'ai trop aimé. Je sais qu'il y a d'autres livres qui sont sortis dans cet univers que l'autrice a écrite et je me fais une joie de les découvrir parce que je suis quasi sûre que Rajo va les publier, enfin je pense hein, mais il n'y a pas de raison contre et je me fais vraiment une joie en fait de lire la suite, enfin pas la suite mais d'autres histoires dans cet univers parce que j'ai vraiment beaucoup aimé La plume d'Adrienne Young que j'ai découverte du coup grâce à cette duologie, donc c'était une belle pépite. En 6ème position nous allons rester dans la romance, dans les palpitations, les petits papillons dans le ventre parce que mon choix s'est porté sur The Love Hypothesis de Ali Hazelwood que j'ai découvert du coup cette année. C'est ma copine Emily qui en fait un jour dans un update lecture que j'ai regardé en fait disait à quel point c'était super bien, hyper addictif etc. Et j'avais moi The Love Hypothesis dans ma pile à lire et en fait ça m'a donné envie de le sortir et du coup dès le lendemain je l'ai sorti de ma pile à lire et je l'ai lu en 24 heures. C'était génial, je confirme tous les propos qu'elle a eu pour ce livre là, franchement j'ai passé un excellent moment et ça a été un gros coup de cœur mais vraiment vraiment vraiment. Alors en plus moi qui suis une grande fan de Star Wars, de base elle a écrit cette histoire qui était plutôt une fanfiction Reylo, donc à savoir Rey et Kylo Ren et c'est un de mes couples favoris dans Star Wars et du coup eh bien j'ai fait que imaginer les acteurs dans ce livre là, c'était trop bien en fait et c'est une romance en plus que j'ai trouvé très originale parce que c'est dans le milieu médical, enfin scientifique si vous voulez et c'est un milieu que je connais pas du tout. Moi je suis vraiment très littéraire en fait, j'ai fait des études de droit, après immobilier, enfin j'ai pas du tout fait tout ce qui est scientifique, maths et tout, c'est pas du tout mon truc en fait et là c'est un milieu du coup que je connaissais pas, du coup j'ai vraiment trouvé que c'était hyper atypique comme romance. On va suivre en fait Olive qui est une étudiante en 3e année je crois de doctorat et elle croit pas du tout en l'amour mais genre vraiment pas, sauf que sa meilleure amie si et du coup sa meilleure amie elle a toujours des mauvais plans, elle veut toujours la caser avec n'importe qui en fait parce qu'elle veut vraiment que son amie soit heureuse en amour, sauf que Olive ça la saoule un peu et un soir elle avait beaucoup de boulot en fait et elle a dit à son amie qu'elle avait un date pour être tranquille en fait et pouvoir bosser, sauf que elle va croiser son amie dans le bâtiment scientifique où elle bosse et en fait prise de panique elle va embrasser le premier mec qu'elle va croiser et le premier mec qu'elle va croiser c'est Adam. Adam c'est un enseignant qui a à peine quelques années de plus qu'elle hein, parce que je crois qu'elle a 24 ou 25 ans je sais plus. C'est un enseignant et qui est hyper comment dire froid, qui la déteste en plus, qui est hyper austère avec elle, enfin vraiment elle a l'impression qu'il l'aime pas du tout et c'est pas quelqu'un qui a une réputation de gentil, vous voyez ce que je veux dire. Pourtant il va lui rendre son baiser et à partir de là en fait eh bien ils vont faire semblant d'être en couple l'un et l'autre pour des raisons totalement différentes et petit à petit cette fausse relation amoureuse va se transformer en quelque chose de beaucoup plus génialissime et vraiment j'ai passé un excellent moment. J'ai lu aussi Love on the Brain hein, de la même autrice, étant donné que j'avais adoré The Love Hypothesis je l'ai lu quelques semaines après et j'ai été un peu plus déçue. J'ai moins aimé que The Love Hypothesis qui a été un gros coup de cœur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas dans le classement. Et que The Love Hypothesis par contre, oui. Mesdames et messieurs, nous arrivons dans le top 5 de mes meilleures lectures de l'année 2023. J'espère que vous êtes prêts et bien accrochés puisque nous allons à la 5e place parler de Red Rising, oui. Alors là je mets les 2 premiers tomes parce que je n'ai pas lu le tome 3. Encore une fois c'est un des grands regrets que j'ai eu pour l'année 2023, c'est que je n'ai pas clôturé la trilogie, la première trilogie, parce qu'après il y a d'autres trilogies dans cette saga là et ça me brise le cœur parce que j'ai trop aimé. Mais du coup il fait partie de mes meilleures lectures, bien évidemment que ça fait partie de mes meilleures lectures. C'est de la science-fiction et c'est de la science-fiction génialissime, mais vraiment trop bien. Alors c'est young adulte mais c'est tellement bien fait, mais encore aujourd'hui je suis
sur les fesses par rapport à la lecture que j'ai eue de ces 2 premiers tomes où j'ai eu des coups de cœur, mais les deux c'est des gros coups de cœur. Alors c'est assez compliqué comme univers honnêtement. En gros dans le premier tome on va être sur la planète Mars et nous allons suivre Darius qui est un mineur. Alors il est appelé rouge en fait, c'est un rouge parce que il vit en mine en fait, il creuse des dalles, des couloirs dans la planète Mars afin de permettre à la population de la Terre et de la Lune de pouvoir s'installer sur Mars. Sauf que suite à un drame, une tragédie, il va se rendre compte qu'il vit dans un monde de mensonges et qu'en fait la technologie est bien plus avancée que ce qu'il ne pense et que lui en fait est en bas de l'échelle sociale, mais vraiment en bas, alors que lui il pensait que voilà, les rouges étaient quand même très respectés parce qu'ils faisaient un métier dangereux, ils travaillaient dans les mines, il y avait beaucoup de morts, c'est une vie vraiment très difficile. Mais en fait non, ils sont vraiment la petite main d'œuvre en fait, et tout en haut de cette grande hiérarchie sociale, il y a les ors en fait, les dorés comme on les appelle, et pour rejoindre leur caste, eh bien c'est assez particulier. Alors il faut savoir qu'en fait, en fonction de votre caste, eh bien vous avez les cheveux rouges, les yeux rouges par exemple, ou les cheveux dorés et les yeux dorés. Vous voyez, c'est en fonction des attributs physiques que vous avez, vous faites partie d'une caste. Et du coup, en fait, suite à cette révélation, il va réussir à intégrer les dorés, à intégrer une académie pour faire la rébellion de l'intérieur. Et c'est super bien. Il y a une grosse inspiration de mythologie romaine dans ce livre là aussi que j'ai beaucoup aimé. Alors le premier tome c'est dans l'académie en fait, là où il va aller pour pas se faire repérer etc. Enfin, c'est super, c'est vraiment génial. Et le deuxième tome on va le suivre du coup après son académie. Je vous dis pas ce qui se passe, je vous dis pas dans quelles circonstances on le suit, mais voilà, après ce qui s'est passé durant ces mois à l'académie. Et pareil, grosse claque, franchement grosse claque, j'ai trop hâte de lire le tome 3, vraiment. En 4e place, mesdames et messieurs, nous allons retrouver une duologie, oui une duologie que j'ai terminée cette année, que j'ai commencé et terminée cette année, et il s'agit de la duologie Le Pont des Tempêtes, avec son tome 1 et son tome 2 qui s'appelle La Reine Traîtresse de Daniel L. Johnson. Pas trop de surprises je pense, hein, si vous suivez bien mes vidéos etc. Je pense que vous n'êtes pas vraiment étonnés que ça se retrouve dans le top 5. Ça a été une super, même excellentissime lecture. C'est une romantaisie pour le coup, et en fait dans le tome 1, je vous parle pas du tome 2 parce que bon c'est la suite, dans le tome 1 nous allons suivre Lara et Aren, les points de vue vont s'alterner entre les deux personnages, et en fait Lara a été élevée isolée dans un désert avec ses autres sœurs, comme pour objectif de devenir potentiellement la future reine d'Itikana, afin d'intégrer Itikana et de faire en sorte que Itikana tombe, parce que son père décide que Itikana est la menace, voilà, et qu'il faut écraser la menace. Itikana en fait c'est surtout qu'ils ont un énorme pont qui relie 2 continents, c'est un royaume fait de plein d'îles tropicales et de cet énorme pont, et du coup pour le père de Lara et surtout pour ses sœurs qui sont élevées par les croyances du père, Itikana, c'est à cause d'eux que son peuple meurt de faim, parce que du coup les impôts sont très élevés, ils demandent énormément d'argent pour faire passer de la nourriture sur le pont ou des marchandises ou autres, et du coup ça ruine son peuple, et du coup Lara a pour objectif de détruire Itikana de l'intérieur et de devenir la nouvelle reine. Ce qu'elle arrive à faire, elle devient la nouvelle reine, et là-bas, elle va rencontrer Aren, qui est le roi, et leur relation va être bien plus compliquée que ce qu'elle ne pensait, parce que de base, elle déteste Aren, et Aren ne l'aime pas plus, parce que lui, il veut pas du tout d'une femme, en fait, de base, c'était pas du tout son objectif, sauf que c'est un traité de paix qui a été fait par ses parents, donc il a pas le choix, etc. Et leur relation au début va être assez houleuse, et puis petit à petit, ça va être beaucoup mieux. Donc voilà, donc ça c'est le tome 1, et le tome 2 était aussi exceptionnel par bien des aspects. J'ai beaucoup aimé aussi le tome 2. Si je devais mettre une petite réserve, c'est le fait qu'à la fin c'est un petit peu trop facile, et qu'en plus dans la suite de cette saga on ne les suit plus, et ça me brise le cœur. Je sais que je l'ai dit 10 000 fois, mais que voulez-vous, je suis brisée à l'idée de ne plus suivre Lara et Ren. Ça me saoule un peu honnêtement, mais bon je vais quand même dans la suite, on verra bien. Alors là on arrive au top 3 de meilleures lectures de l'année. Et en 3e position, nous allons retrouver une saga qui n'est pas encore terminée, mais où je suis à jour dans cette saga. Il s'agit
de la saga. Alors je pense que potentiellement vous l'avez, il y a 4 tomes actuellement qui ont été publiés cette année. Ah, la saga d'Oren. Voilà, oui, la saga Guild, que bien évidemment j'ai adoré. J'ai lu le premier tome en février, donc le premier tome qui est en bas, là, qui s'appelle Guild, que j'ai absolument adoré. Grosse surprise, pareil, gros coup de cœur, j'ai trop aimé. Et ensuite, eh bien, j'ai enchaîné les tomes au fur et à mesure des mois où ils sont sortis. Et pareil, romantasy absolument fantastique, incroyable, où j'ai eu un coup de cœur en fait. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'univers, les personnages et encore plus Oren qui en fait au fur et à mesure des tomes a une évolution, mais comme j'en ai rarement vu, franchement l'évolution la plus comparable que j'ai c'est dans Akotar en fait avec Fer par exemple, ou même avec Nesta, qui ont une très belle évolution et qui m'ont toujours touchée et j'ai trouvé qu'ils avaient toujours une certaine résilience absolument incroyable. Et bah Oren c'est exactement pareil. Elle a une force de caractère, c'est un truc de fou. Dans le tome 1 en fait on va la suivre où son histoire va commencer dans le palais de Midas, parce que de base c'est aussi une espèce de petite réécriture de l'histoire de Midas, donc savoir, vous savez, ce roi grec de base qui a le toucher d'or. Et Oren du coup, eh bien elle vit heureuse dans ce château, elle vit dans une énorme cage qui fait plusieurs pièces où elle peut se balader partout dans le château, et en fait elle est la favorite du roi Midas à tel point que il l'aime tellement, c'est tellement sa précieuse que du coup il l'a même transformée en or, donc elle a la peau tout en or et c'est une très belle femme, mais personne ne peut l'approcher à part le roi Midas. Dans ce premier tome, eh bien c'est très dur ce qui se passe. Alors déjà le premier chapitre, je vous le dis, c'est une orgie, donc il faut vraiment avoir pas le cœur accroché, mais il faut vraiment s'y attendre. Enfin voilà, il y a des scènes de sexe très explicites. Et dans le premier tome, eh bien il y a notamment des violences sexuelles, un viol aussi dont on est témoin clairement. Donc voilà, c'est des livres qui sont très durs, vraiment. Chaque livre a sa thématique et c'est des thèmes qui sont vraiment très difficiles, psychologiquement, aussi corporellement, parce que Oren aussi a des sévices très importants au fur et à mesure des tomes. Il y a de la torture, c'est un monde très cruel et très dur, et il faut le savoir avant de rentrer dans cet univers. Ce n'est pas une dark romance, je le dis, je le redis et je le redirai. Pour moi, ce n'est pas une dark romance, ce n'est pas ça du tout une dark romance, parce que dans le premier tome, en fait, on se rend compte que Oren voue un culte à Midas, elle est folle d'amour pour lui, elle est prise de lui, mais ce n'est pas un sentiment qui est plus ou moins réciproque, d'accord? Donc c'est pas une histoire d'amour dans le premier tome, l'histoire d'amour apparaît bien plus tard dans les tomes, et l'histoire d'amour par contre est aussi très belle, donc c'est pas une dark romance, mais par contre c'est un univers très dark et il faut le savoir. Voilà, c'est juste ça. Il y a beaucoup de messages. Le dernier tome notamment que j'ai lu au mois de novembre, donc qui est celui-là, il y a énormément de messages d'espoir. On voit vraiment Oren dans sa reconstruction mentale. Enfin, ça traite de l'anxiété, de la dépression, de l'isolement, de le fait de se pardonner. Il y a beaucoup de thèmes abordés et j'ai trouvé que l'autrice à chaque fois, elle faisait ça super bien. Moi j'ai pleuré en lisant celui-là. Donc franchement c'est une saga pépite où il se passe tellement de choses et l'univers est fou quoi, donc personnellement je vous la recommande, mais après c'est à vous de voir si oui ou non vous avez le cœur assez accroché et si c'est pas trop de trigger warning pour vous. Ça dépend après de voilà, votre passé, de ce que vous avez vécu ou pas. Faut pas non plus que ça soit une torture cette lecture, mais en tout cas moi ça m'a, le tome 4 notamment, waouh, incroyable quoi, vraiment incroyable. Donc ça parle de beaucoup de choses et j'ai beaucoup aimé. Voilà, et j'attends le tome 5 comme ça. On n'a pas de date mais je suis au taquet. Ensuite, la deuxième place du classement. Oui, un petit peu de suspense. Il s'agit d'une trilogie que je n'ai pas terminée. Je n'ai lu que les 2 premiers tomes. C'est une dark fantasy. Oui, la première que j'ai lue de toute ma vie, c'est une dark fantasy. Et du coup, j'ai les 2 premiers tomes à vous présenter. Je pense que certains l'ont, à mon avis. Il s'agit du coup, de Nevernight, bien sûr, qui se retrouve en 2e position. Le tome 1 et encore plus le tome 2, parce que alors moi, j'ai préféré le tome 2 au tome 1, alors pourtant que le tome 1 est un gros coup de cœur. Et le tome 2... colossal, une explosion. Franchement c'était trop bien, le tome 2 était exceptionnel
J'ai rarement vu des sagas comme ça, mais alors franchement, c'est de toutes les sagas que j'ai lues, je peux dire un truc à J. Christophe, c'est que lui il va vraiment au bout des choses quoi. Il y a dans cette saga en fait des notes de bas de page qu'il met à titre informatif, vous n'êtes pas obligé de les lire, mais parfois les notes de bas de page font toute la page en fait. Et en fait c'est pour vous donner des informations sur l'univers. Il a été mais tellement loin dans son univers, ça se voit qu'il a bossé dessus, mais je sais pas, pendant des années au moins, c'est pas possible. Il a écrit mais une histoire complète, et quand je vous dis une histoire complète, c'est avec vraiment un passif, genre il parle de guerre, d'économie, de religion qui se sont passées il y a des siècles, et ça se voit qu'il avait vraiment une trame narrative par rapport à ça. Et au-delà de ça, par rapport à l'histoire principale, c'est incroyable. On va suivre une jeune femme, alors une adolescente au début du tome 1, qui s'appelle Mia, et en fait qui a perdu toute sa familia suite à une trahison, et du coup eh bien elle est décidée à se venger de ceux qui lui ont pris sa famille, et voilà. Et du coup eh bien sur cette vengeance, eh bien toute l'histoire va être tracée en fait, et dans le tome 1 elle va rejoindre une église, l'église rouge qui s'appelle, qui forme en fait des tueurs, et trop bien, incroyable, génial, il se passe tellement de trucs, il y a tellement d'intrigues, de complots, de révélations, franchement c'est addictif au possible, en plus l'univers est génialissime. Et dans le tome 2 on va continuer de suivre Mia, et là par contre il y a une grosse vibe Spartacus, je sais pas si vous connaissez la saga, mais en fait là Mia va essayer de s'intégrer à des gladiators. Oh, c'était génialissime, alors moi j'adore cet univers en plus, et je me suis éclatée. Le tome 2 je me suis éclatée, alors en plus en niveau rebondissement et niveau la fin, j'étais mais waouh. Il faut savoir que la fin du tome 2, je l'ai lu, j'étais en live avec mes pattes et j'étais en mode oh, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais choquée au possible, je m'y attendais pas du tout, et j'ai juste trop hâte de lire le tome 3, donc pareil 2024, ça c'est sûr. Il y a toutes les duologies que je vous ai présentées là et que j'ai trop aimé, les tomes 3 seront lus en 2024, là c'est sûr et certain. Donc franchement cette saga incroyable, et du coup ça m'a donné envie de lire tous les livres de J. Christophe. J'ai l'Empire des vampires dans ma pile à lire, et j'ai aussi Storm Dancer, ou je sais plus trop comment ça s'appelle, qui est aussi sorti chez Brajlon, et je pense que je vais me faire tous les livres de J. Christophe, c'est sûr, parce que j'ai tellement aimé Nevernight. Je veux dire, je connaissais pas du tout sa plume, je connaissais, enfin si, non pardon, je connaissais sa plume, mais c'est pas pareil parce qu'il a écrit avec Amy Kaufman, mais je connaissais pas sa plume à lui tout seul, son univers à lui tout seul. C'est très différent un auteur qui écrit tout seul avec un auteur qui écrit avec un autre auteur, et franchement bref, lisez Nevernight, c'est trop bien. Et à la première place du classement, qui est à la première place du classement? Qui est la première place du classement? Tada! C'était sûr. Je pense que si vous me connaissez un minimum, vous savez, vous n'êtes absolument pas surpris de cette première place. Vous êtes même un peu blasé devant votre écran, et je vous comprends totalement. Je suis vraiment une fille prévisible à 100%, et c'est pas grave, parce que franchement, le tome 2 de Crescent City quoi. Franchement, le tome 2 de Crescent City, je l'ai lu en janvier avec mon amie Léana, ou février, je sais plus. Comment vous dire, je suis choquée de ce qui s'est passé dans ce tome 2. À la fin, j'ai hurlé tellement, mais waouh, il s'est passé un truc de fou. Je m'y attendais pas du tout. Alors après, je sais que beaucoup ont spoilé ce qui se passait à la fin du tome 2, donc bon bref, c'est une autre histoire, mais moi personnellement je m'y attendais pas du tout, j'étais passée complètement au travers des spoilers, et heureusement. Et alors franchement Sarah J. Maas c'est vraiment une reine, alors là je m'y attendais absolument pas, tout ce qui s'est passé dans le tome 2 était exceptionnel, enfin c'est une saga. Alors attention, elle est juste en dessous d'Akotar, genre vous voyez il y a Akotar vraiment tout en haut, et là il y a juste là, ici, là, et bien il y a Crescent City. Et franchement ça vaut le coup, cette saga elle est incroyable, le tome 2 était génialissime, on suit plein de points de vue aussi dans le tome 2, on retrouve Brice, on retrouve Hunt, enfin, j'ai adoré ces personnages là, franchement je vais pas plus m'étaler sur le tome 2 parce que j'en ai déjà parlé dans un update lecture, c'est un tome 2, j'ai peur de spoiler donc je veux pas trop en dire, et j'ai tellement parlé du tome 1 dans mes vidéos de l'année dernière, d'ailleurs je crois que mon premier coup de cœur, ma lecture top 1 en 2022, je crois que c'est le premier tome de Crescent City. Et là c'est le tome 2, donc comme quoi vous voyez,
c'est une équipe qui gagne. Hein. Si là vous ne lisez pas Crescent City, je sais pas ce qui vous manque. Hein. Il faut lire cette saga, elle est vraiment géniale. Tout le monde doit la lire et tout le monde doit l'aimer parce qu'elle est vraiment génialissime. Le tome 3 sort en février. Comment vous dire qu'à tous les coups ça va peut-être être mon top 1 de l'année 2024. Super, on verra bien, mais en tout cas je l'attends mais du feu de Dieu. Voilà du coup pour cette très longue vidéo de mes meilleures lectures de l'année 2023. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire quelles sont vos meilleures lectures en 2023. J'ai très hâte de vous lire, d'avoir vos retours, d'avoir aussi vos retours sur mes propres meilleures lectures. Et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo où on parlera bien sûr de mes pires lectures de l'année 2023 parce que je fais aussi cette vidéo là, tout du moins mes déceptions. Mais en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.